Bombardiers furtifs pulvérisés. L'aube de la guerre spatiale minuit avançait sur l'océan Pacifique, et la nuit vibrait d'électricité comme si la planète retenait son souffle avant une décision irréversible. Sur un atoll isolé, une base navale américaine luisait sous la lumière froide des projecteurs, tandis qu'au-dessus, à 36 000 kilomètres, une sentinelle métallique tournait, muette et prête. On l'appelait Aegis Orbit 3, un œil tranchant dans le noir, un couteau de lumière, caché dans la nuit immobile. Au centre de commandement orbital, une salle sans fenêtre bruissait doucement de ventilateurs, d'écrans, d'algorithmes et de respirations qu'on contenait trop longtemps. Et au milieu de tout, la capitaine Nia Kados, peau d'ébène, regard d'obsidienne, fixait les trajectoires qui filaient, rouges, sur un écran comme des aiguilles dans un cœur. La rumeur disait qu'un avion fantôme, le HT-30 Vermilion, pivotait quelque part dans les nuages comme un mythe affûté, et que ce mythe filait vers un groupe aéronaval. Sur la mer, la silhouette du porte-avions USS Ronald Reagan fendait l'obscurité, escortée par des feux discrets qui ressemblaient à des pensées inquiètes. Le temps n'avait plus une forme régulière. Il tenait dans des chiffres, des vecteurs, des codes d'autorisation, des voix au-dessus de l'horizon qui pesaient plus que la gravité. Nia n'aimait pas les superstitions, mais elle portait à son poignet un fin bracelet de tissu, bleu nuit, tressé par sa mère avant sa première mission. Pour te rappeler, disait sa mère, que la nuit te voit et te protège si tu la respectes. Elle ferma les yeux un instant et sentit la rugosité des fils contre sa peau. Puis elle rouvrit les yeux et le monde redevint faisceau, signaux, menaces. Contact hostile confirmé, dit Amir Lemaître, son opérateur capteur, une silhouette longiligne aux gestes calmes, voix douce et précise. Amir semblait toujours un peu triste, comme s'il s'excusait d'être brillant dans un métier qui ne pardonnait pas l'erreur. Il avait des yeux clairs et un tic presque imperceptible. Quand la pression montait, il lissait le bord de sa souris avec l'ongle, cherchant un rythme digne pour apprivoiser la panique. Mach 4, 2, altitude décroissante, ajouta-t-il, et l'aiguille rouge aiguisa son angle vers le sud-est, à la rencontre des navires. Hypersonique confirmé ? Demanda Nia, la voix basse. Hypersonique et discret, dit Amir. Signature thermique minimale, mais le sillage ionique ne ment pas. Il se racla la gorge, puis, presque pour lui-même. C'est lui. Le dernier briefing avait tout peint au couteau. Le H-30 était un spectre d'ingénierie, un couteau en forme d'avion, capable d'approcher, de lancer ses lances brûlantes, puis de disparaître comme un rêve mauvais. Dans la cale du Vermilion, 2 missiles tueurs de porte-avions, des flèches qui n'avaient qu'un seul verbe. Couler. Chaîne de tir sur Aegis Orbit 3 en attente. Annonça une autre voix, plus lointaine, celle de la station géostationnaire. Sur l'écran, l'orbiteur apparut stylisé. Une fleur métallique aux pétales polygones. Un instrument froid, gardant une chaleur terrifiante. 45 mégawatts, pensait Nia. Et tout ça dans le silence parfait de l'espace. L'énergie pure comme une décision sans retour. La procédure demandait plus qu'une clé et un mot. Elle exigeait d'arracher à la terre son squelette moral, de l'étirer jusque dans le vide et d'y écrire une brûlure. Le président avait donné, plus tôt, l'autorisation de défense orbitale. Un fil du monde s'était cassé à ce moment-là. Un bruit sec dans une conversation douce. Le premier tir d'orbite de l'histoire n'était plus une hypothèse. Il l'attendait, comme un point fixe dans la nuit. « État du groupe aéronaval » demanda Nia. Sur un écran latéral, la carte des navires montrait une formation serrée. Des avions se déployaient déjà, mais l'atmosphère était leur allié et leur limite. Amir répondit sans lever les yeux, 58 secondes avant fenêtre de tir au laser. « Et le Vermilion »
fit Nia. Il piquera dans 31 secondes. Il marqua une pause, ses doigts arrêtés à mi-chemin d'une caresse sur le bureau. Chef, si on rate, il tire. Dans la salle, une autre présence se dégagea. Pete Falcon Ruiz, liaison avec l'US Navy. Épaules larges, coudes posés sur la table, regard brisé par trop de nuit et d'orage. Il avait un tatouage d'albatros sur l'avant-bras, comme si l'oiseau veillait sur lui quand les avions, eux, tombaient. Il était là pour rappeler que dessous, 5000 vies battaient comme une seule, entassées dans un navire qui n'avait pas été construit pour perdre. Chaîne de communication sécurisée avec la Maison-Blanche, annonça une officier com. Le président souhaite signaler qu'il maintient l'autorisation en cas de menace confirmée sur le groupe. Nia hocha la tête. Dans sa gorge, une petite pierre frottait. Elle s'entendit dire « Bien ». Amir projeta une image sur l'écran central. On voyait la trace du H-30 se faufiler entre les nuages, une danse précise et insolente. Il y avait presque de la beauté à le voir manœuvrer, l'ombre d'un prédateur qui connaissait chaque faille des radars, chaque soupir du vent. « Il sait qu'on le voit », murmura Amir, « mais il nous tient à distance, pour l'instant. » Dans la mémoire de Nia, surgit une autre pièce, un autre écran, un autre jour. Une simulation qui avait mal tourné. Elle avait tout fait comme il fallait, et pourtant, un navire avait disparu sous un chiffre erroné. C'était à l'école, et ce n'était pas un vrai navire. Mais la sensation était restée, un goût de rouille dans la bouche. Depuis, elle ne croyait plus en la perfection, seulement en la précision et en l'honnêteté. L'honnêteté, pour elle, c'était l'acceptation qu'une décision, parfois, n'apporte pas la paix. Elle apporte un lendemain. Fenêtre de tir dans 8, 7, compta Amir. La salle se resserra. Les murs, la lumière, les chaises, tout se rapprochait. Nia inspira lentement. Son bracelet lui griffa la peau. Elle leva la main. « Aligné Aegis Orbite 3 sur la solution de tir », dit-elle. « Verrouillé sur la signature ionique principale, confirmé avec le spectre infrarouge. » Amir répondit. « Aligné, verrouillage, confirmation IR en cours. » Un bip discret. « Verrouillage confirmé. Dernière validation, » dit Pete, la voix cassée. « Si on tire, on écrit une ligne dans un livre qui ne s'est pas pardonné. » Nia tourna légèrement la tête. « Et si on ne tire pas, on pourrait écrire la liste de 5000 noms. » Amir chuchota, comme s'il parlait à lui-même, mais offrait les mots à la pièce entière. « Ils sont des gens, pas des chiffres. » Sa phrase resta suspendue, simple, claire, comme une fenêtre ouverte. Nia se pencha, posa l'index sur le bord de la console. Un ancrage. « Laser prêt », dit l'officier d'armement. Une femme aux cheveux plaqués, respirant par le nez. Capacité stable 45 MW disponible. Divergence minimale. Vent solaire, sans qui il n'y a. Faible, pas de déviation notable. Atmosphère, ciel dégagé sur zone de tir. Diffusion négligeable. Temps de chauffe, immédiat. Alors on y va, dit Nia. Sa voix ne trembla pas. Elle n'appartenait à personne, cette voix. Ni à la peur, ni à la gloire. Feu, dit-elle. Dans l'espace, quelque chose d'invisible devint visible seulement par ses conséquences. Un trait de lumière, tenu et précis, se frotta contre l'air ténu à la lisière du ciel, traversa la nuit comme un clou incandescent qu'on enfonçait dans le silence. Sur l'écran, le H30 vermillon vibra, s'auréola d'un halo à peine perceptible, puis s'illumina en un point blanc qui, l'espace de 7 secondes, sembla suspendre le monde. Ensuite, il n'y eut plus d'avion. Juste une pluie étincelante, pointilliste et sans joie qui retomba dans le Pacifique comme des confettis d'un mariage qui n'aurait pas eu lieu. Un murmure parcourut la salle.
Ni victoire, ni soulagement. Un son étrange, comme un A qu'on couperait au milieu. Cible neutralisée, dit Amir. Il lissa son bord de souris avec l'ongle. Puis il retira la main, comme s'il s'était brûlé. Sur la mer, les navires continuèrent, lourds et immobiles, avec la même obstination que les continents. Des vies s'allongèrent, d'autres se raccourcirent quelque part, invisibles. La planète reprit une respiration, et le monde, déjà, cria. Les communications extérieures éclatèrent comme des orages. La capitale d'en face hurla au terrorisme orbital. Des mots flambèrent. Ligne rouge, sanctuaire perdu, attaque depuis le ciel noir. Les marchés vibrèrent, les analystes s'enflammèrent, et les diplomates s'enterrèrent derrière des sourires de porcelaine. Nia appuya son front contre ses doigts. Elle sentit la sueur froide, l'odeur du plastique, la fatigue levée d'un coup comme un rideau. Pete l'observa, et dans ses yeux, il y avait à la fois un merci et un « Et maintenant ?» Amir brisa le silence. « Chef, on a des répliques numériques, dit-il. Des sondes, des hacks, des fantômes sur nos liaisons. Des paquets de données, perfides et patients, grignotaient aux portes du réseau. La guerre ne s'arrêtait pas à l'attraction d'une gâchette de lumière. Elle continuait, tiède et collante. Couper les redondances non essentielles, dit Nia. Reconfigurer la topologie. Air gap pour les segments. Critique. Oui, chef. Amir eut un léger sourire, presque invisible. Il aimait les puzzles, ceux qui n'impliquaient pas de corps. Un message prioritaire apparut. Le président encore. Ou plutôt sa voix enregistrée pour économiser des minutes qui coûtaient cher. « Vous avez sauvé des vies, » disait la voix. « Mais nous entrons dans un autre âge. » Chaque mot tombait comme un caillou. L'eau du futur ferait ses ronds. Inexorable. Nia hocha la tête, même si personne ne la voyait. Elle fit signe à l'équipe de reprendre des cycles de contrôle, puis sortit un instant dans le couloir. La lumière blafarde y grésillait. Sur le mur, une photo en noir et blanc d'un astronaute souriant, un casque dans les mains, comme on porte un fruit rond et fragile. Sous la photo, une inscription. « Nous sommes les gardiens de ce qui regarde. » Elle resta là, un moment, à lire et relire, à comprendre et ne pas comprendre. Le couloir sentait la poussière chaude. Elle pensa à sa mère, à la cuisine le dimanche, au rire qui roulait et qui s'installait sur la table comme un aperon. Elle pensa au bracelet bleu et à la nuit. La nuit ne juge pas, pensa T.L. La nuit accueille. C'est le jour qui crie. Amir la rejoignit, l'air coupable, comme quelqu'un qui ose troubler un silence utile. « J'ai une alerte, » dit-il doucement. « Orbital secondaire en mouvement. » Il parlait de satellites adverses qui se repositionnaient, qui gonflaient leur voile électrique ou ajustaient leur jet comme on se racle discrètement la gorge avant une dispute. « On montre les dents, » dit-il. « Et eux aussi. » Nia inspira par le nez. Laissa l'air lui remplir la cage thoracique, lui forcer un calme. « On va rentrer, dit-elle. On va revenir dans la salle et on va tenir nos lignes. »« Oui, chef. » Il hésita. « J'ai un cousin sur le Reagan. » Il s'arrêta, guettant une réaction. « Il m'a envoyé un message avant la mise au cousin. Noir. Juste 3 mots. » Il sourit, triste. « Tout ira bien. » Il secoua la tête. « On dit ça quand on ne sait pas quoi dire, hein ? » « On dit ça, » répondit Nia, « quand on espère que quelqu'un, quelque part, tient le fil. » Ils revinrent. Dans la salle, les écrans avaient pris des teintes plus sombres. Les attaques numériques continuaient, fines, tentaculaires. Les canaux diplomatiques clignotaient. Propositions de couloirs de discussion, menaces conditionnelles, silence opinionné. Les navires en bas maintenaient leur route. Le ciel au-dessus restait noir, mais une noirceur plus lourde. La tension ne baissa pas.
Elle se transforma. Ce n'était plus le vertige du tir, c'était l'étirement des minutes. Après l'irréversible. On parlait moins, on vérifiait plus. De temps en temps, un bip trop vif faisait sursauter tout le monde. Puis on soupirait. On corrigeait un seuil. On réapprenait à respirer. Message de Pékin, annonça la com. Expression, riposte proportionnée si usage répété d'armements orbitaux. Une traductrice ajouta, la nuance est glaciale. Pete grogna, comme si la proportion pouvait s'apprendre sur un boulier. Il passa la main sur son visage, la barbe lui râpa à la paume. J'ai perdu des hommes un soir où les proportions avaient un drôle de goût. Nia pensa à la géographie étrange de la morale, à cette façon qu'ont les frontières de se dessiner en hauteur, en bas, maintenant au-dessus. On va rédiger notre rapport, dit-elle. On va tout écrire sobrement. Elle accentua. Les risques anticipés, les alternatives rejetées, les minutes exactes, les marges d'erreur. Chef, fit Amir, surpris. Vous voulez tout? Tout, répondit Nia, parce que le futur va lire. Et le futur est un lecteur très méfiant. Il s'y mire. Des mots précis, des chiffres méticuleux. Chaque ligne était une petite pierre à poser sur un sétir. Chemin qui s'éloignait dans une forêt très dense. Pendant qu'ils écrivaient, la planète continuait ses bruissements. Des journaux titraient, des familles appelaient, des généraux gommaient, des enfants dormaient, issus d'un monde qui peut tirer des clous de lumière dans la nuit. L'aube approcha quelque part, pas sur leur océan, mais assez près pour qu'on sente une clarté derrière les nuages. Amir s'endormit à moitié sur sa chaise, puis se redressa, honteux, et reprit. Nia corrigea une virgule. Pete remplit un formulaire avec une écriture étonnamment soignée pour un homme qui avait connu tant d'urgences. La deuxième alarme les coupa. Une détection haut dans le ciel. Un objet qui s'était détaché d'un autre, comme une graine qui se sépare de sa cosse. Micro-satellite de reconnaissance, identifia Amir. Un regard qui nous regarde, ajouta-t-il, poétique malgré lui. Nia se sentit vieille et neuve à la fois. On ne tire pas, dit-elle, pas sans double confirmation, pas sans menace immédiate. Sa voix sentait le fer et le sel. On ne transforme pas le ciel entier en gibier. Le téléphone rouge cligna sans sonner. Un signal discret, une invitation à la gravité. Elle décrocha, et la voix qu'elle entendit n'était pas celle du président, mais celle d'une conseillère de sécurité nationale, froide comme une diagonale. « Capitaine Doss, dit la voix, le monde est en équilibre sur une ligne qui tremble. Votre doigt peut le faire pencher d'un côté ou de l'autre. Nous avons besoin de retenue et de clarté, autant que nous avons eu besoin de votre courage. » Nia répondit. « Madame, je n'ai pas de goût pour les bascules, juste pour les lignes droites. Gardez-les, dit la voix, au moins quelques heures. » Quand elle raccrocha, elle sentit le poids de la nuit enfin entrer dans ses épaules. Elle s'assit, regarda son équipe. Ils étaient tous un peu déformés par la fatigue, mais beaux dans leur précision modeste. Elle pensa que l'histoire, souvent, a la voix du travail. Pas les trompettes, non, juste le cliquetis patient des doigts qui tapent sur des touches. Amir releva une image. Une dernière traînée de l'avion disparu ondulait encore sur une mesure de l'ionosphère. Une signature résiduelle, une sorte de fantôme des fantômes. Ça va s'effacer, dit-il. Comme tout le reste. Nia eut un sourire presque imperceptible. Pas tout, dit-elle. Certains restent. Dans un coin de la salle, une jeune analyste, Moira, serrant une tasse vide, comme une bouée, demanda « Chef, vous croyez qu'on a ouvert une porte qu'on ne pourra plus refermer ?» Nia fit glisser le bracelet bleu entre son pouce et son index. « On a ouvert une porte, dit-elle. Je ne sais pas encore si c'est la bonne. Ce que je sais, c'est que de l'autre côté, il y a des gens,
et que tant qu'on pourra les voir comme des gens et pas comme des cibles, on aura une chance de ne pas se perdre. Le reste du jour traîna comme une marée lourde. Les communications diplomatiques trouvèrent le rythme des phrases prudentes. Les menaces devinrent insinuations, les insinuations devinrent conditions. Et, à l'intérieur de ce balai serré, on sentit se former une glace fine sous les pas. On pouvait marcher. On pouvait aussi tomber. Le soir, la base retrouva un peu de sa respiration. On distribua du café à des heures qui n'avaient plus de sens. On rit aussi, brièvement, 5 secondes trop fort, à une blague qui n'en était pas une. L'humour, ce parapluie troué, fit son travail fragile. Nya sortit un moment sur le terre-plein. Le Pacifique était là, énorme et somnolent, pareil à une bête qu'on n'ose pas réveiller. La nuit revint, sans rancune apparente. Elle souleva son poignet. Le bracelet bleu scintilla un peu, buvant la lune. Elle pensa aux mains qui l'avaient noué, aux mots simples qui l'avaient accompagné. Elle pensa à l'avion qui n'était plus, à ceux qui l'avaient piloté, qui croyaient à leur propre carte du monde. Elle ne leur inventa pas de visage coupable. Elle leur donna des prénoms neutres dans sa tête. Elle leur souhaita une mère qui ne juge pas. Amir arriva près d'elle, silencieux, regardant le même horizon. « Mon cousin a renvoyé un message, dit-il. On rentre au port d'attente. Rien n'est simple. » Il eut un demi-sourire. Il est meilleur que moi pour les mots. Nya inclina la tête. « Rien n'est simple, répéta-t-elle doucement. Mais on a du travail. On a du travail, confirma Amir, comme une prière. Dans les jours suivants, les débats éclatèrent partout. Des experts couchèrent des paragraphes serrés sur des écrans lumineux. Des manifestants levèrent des panneaux qui chantaient la paix et d'autres qui réclamaient la force. Des ingénieurs, quelque part, dessinèrent des vecteurs dans des marges, rêveurs et inquiets. La guerre des étoiles cessait d'être un slogan. Elle devenait un organigramme. Au centre de commandement, Nya passa des heures à relire le rapport, à l'annoter, à gratter les mots trop chauds, à souligner ceux qui restaient froids sans perdre leur sens. Chaque phrase devait pouvoir tenir seule si on lui retirait toutes les autres. Elle se surprit à relire 3 fois la même ligne. Risque de cascade d'escalade, élevé. 3 mots qui pesaient comme du plomb. Un soir, on leur remit une médaille provisoire, un ruban discret qu'on accroche et qu'on oublie pour ne pas rouvrir une blessure. Pete la pinça au revers de sa veste, hocha la tête, puis la glissa dans une poche, pratiquement gêné. « Je préfère l'albatros, dit-il, montrant son tatouage. Il me rappelle les choses que je ne comprends pas. » Nya sourit. « Moi, j'ai le bleu. » Elle tapota son bracelet. « Il me rappelle la nuit qui n'est ni ami, ni ennemi. » Dans la même période, un avis officiel tomba. Une commission internationale s'assemblerait pour parler de règles d'engagement au-dessus de l'atmosphère. Le document était plein d'angles. Il manquait des courbes humaines. Nya leva les yeux de la page et imagina une salle où l'on dirait proportion, stabilité, réassurance, pendant que dehors, la nuit continuerait de contenir des couteaux de lumière. Elle ne bouda pas l'effort. Elle n'en attendit pas tout. Une nuit plus tard, alors qu'elle veillait une veille mollettroit tardive, un message crypté clignota. Une source inconnue, triangulée quelque part entre 3 pays qui ne se fréquentaient pas. « Capitaine Doss, disait le message, votre tir a empêché un feu plus vaste, ou la possible. La vérité est un animal qui mange son propre reflet. » Elle lut et relut. Puis elle effaça, parce que parfois, la lucidité anonyme est une lumière trop blanche. Un matin, elle rentra chez elle, l'appartement encore éteint, le temps glissé derrière les stores. Elle posa sa veste, se regarda dans le miroir. Son visage avait la fatigue des jours trop pleins et l'éclat discret des choses accomplies sans drapeau. Elle pensa à ce que sa mère dirait «
Tu as fait ce que tu devais, ma fille. Maintenant, dors un peu. Et demain, fais encore ce que tu dois. » Elle se coucha sur le lit, tout habillée, et s'endormit en serrant son poignet, le fil bleu à la peau, comme on garde la main d'un enfant qui a traversé une rue bruyante. Dans le rêve qui suivit, la mère parlait. Elle disait des mots de sel et de patience. Elle racontait des navires qui ne coulaient pas et des avions qui devenaient des pluies, et elle ne jugeait pas. La mère disait seulement « Je prends tout ce qui tombe, je rends tout ce que je peux. » Quand Nia se réveilla, il était midi. Le soleil coupait la pièce en deux. Elle se leva, but un verre d'eau et sourit à cette ligne nette de lumière. Un rappel que le monde est fait de frontières, mais que la lumière, parfois, traverse sans demander. De retour au centre, l'équipe avait changé un peu. Des nouveaux visages, des remplaçants temporaires, des yeux encore ronds, des mains encore raides. Amir leur montra les consoles avec patience. Il expliqua le pourquoi avant le comment. Il se présentait ainsi. « Je m'appelle Amir Lemaître. J'aime les puzzles et le café trop sucré. Et je déteste oublier que les points sur l'écran sont des personnes. » Les nouveaux hochèrent la tête, absorbant la simple morale comme une consigne technique. La routine recommença. On surveillait, on prévenait, on attendait. Un soir, la pluie s'abattit sur l'atoll, épaisse et drue, comme si le ciel tentait de laver quelque chose qu'il ne comprenait pas. Nia sortit, laissa l'eau lui frapper le visage, se mêler à ses cils. Elle pensa à l'avion qui s'était dissous en éclats. Elle pensa au navire toujours entier. Elle pensa au mot « premier tir orbital ». Ils avaient le goût de fer et de futur. Elle les serra dans sa bouche, puis les laissa partir. Il n'y eut pas de fin parfaite. Il n'y en a jamais dans les salles de veille. Il y eut des compromis, des nuits plus grises, des jours trop clairs, des appels qui arrivaient trop tôt, des messages qui venaient trop tard. Il y eut aussi des rires, des cafés partagés, des confidences minuscules, des morceaux de normalité qu'on cultivait comme des plantes sous lampe. Amir raconta un rêve idiot où le Pacifique lui envoyait des SMS. Pete montra une photo d'un chiot qui n'arrivait pas à attraper sa propre queue. Moira écrivit un poème en marge d'un protocole et Nia accrocha discrètement, près de sa console, une petite carte où était écrit « Regarder n'est pas suffisant. Comprendre est préférable. Choisir est inévitable. Réparer est obligatoire. » Un soir, bien plus tard, l'océan était calme et le ciel limpide. Une étoile filante traversa la fenêtre étroite de la salle et fit un trait furieux, éphémère. Amir leva la tête et fit un vœu sans le dire. Nia regarda aussi. Elle n'émit pas de vœu, elle énonça un engagement silencieux. Ne tirer que quand il le faut. Ne jamais oublier que « il le faut » doit être une phrase lourde, pas un réflexe. Et garder, autant que possible, la nuit comme une amie exigeante. Le monde n'était pas sauvé. Il ne l'est jamais. Mais cette nuit-là, au-dessus d'un océan patient, une équipe fatiguée tenait une ligne invisible entre la foudre et les gens. Et cela, même si personne ne l'applaudissait, suffisait à justifier leur veille. Une veille qui n'effaçait pas les zones d'ombre, qui n'absorbait pas le poids des vies perdues dans un autre cockpit, mais qui, honnête, persistait. Nous sommes là, nous voyons, nous choisissons, nous assumons. Et, quand la lumière doit frapper, nous savons que c'est une cicatrice qu'elle laisse, pas une décoration. La nuit reprit sa place, large et sans jugement. Le Pacifique soupira. Les satellites poursuivirent leur balai contrôlé. Et, au cœur de la salle, la capitaine Nyaka Dos resserra son bracelet bleu et dit
pour personne en particulier, pour un futur qui peut être tendait l'oreille. On fait ce qu'on peut pour que le monde ne glisse pas. C'était peu. C'était beaucoup. C'était exactement humain.